Si vous jouez depuis quelques années, vous avez probablement dû vous y confronter. Le manque d'indépendance de vos doigts de la main gauche. Bouger un doigt sans bouger les autres n'est pas facile. Mais c'est la clé pour plus de fluidité. Donc là, dans tous ces passages-là, il faut faire des extensions. Et finalement, une extension, c'est juste un doigt qui s'étire sans que toute la main ne bouge. Donc sans que les autres doigts ne s'accompagnent. Et quand on démange, c'est toute la main qui bouge. Donc il faut faire la distinction entre toute la main ou juste les doigts individuellement. Et de pouvoir faire ça pour les doubles cordes, c'est pareil. Si on sait à peu près où sont les doigts, c'est parfois ils sont collés, parfois ils sont séparés, qu'ils soient collés sur la même corde ou sur deux cordes l'une à côté de l'autre, c'est pareil. Ils sont collés ou ils sont séparés. Si c'est une sixte mineure, majeure, donc c'est ça qu'il faut savoir. Et pour ça, il faut qu'ils soient indépendants pour pouvoir passer d'une sixte mineure à une sixte majeure. Et quand on démanche, on passe à une sixte mineure, par exemple, ou une quarte. Donc c'est ça, l'indépendance des doigts, ça nous permet de faire des doubles cordes plus à l'aise. Mais comment progresser sur l'autonomie de nos doigtés? Par la pratique? Oui, mais pas seulement. Car pratiquer en étant crispé ou trop dispersé ne va pas beaucoup nous aider. Trouver les bons placements, les bons angles, en plus de trouver notre alignement et notre souplesse, va clairement impacter l'autonomie de nos doigtés. Facile à dire, mais comment y arriver concrètement? Le plus efficace pour trouver notre détente, c'est d'être bien dans l'axe. Car essayer de se détendre avec notre épaule gauche qui s'avance et notre épaule droite qui recule, comme on le fait trop souvent, pour amener le violon, est voué à l'échec. Parce que d'un coup, on n'est plus dans l'axe. On a nos épaules et nos hanches qui ne sont plus alignées avec nos pieds. Le mieux, c'est de rester aligné. C'est pas évident parce que le violon est asymétrique par nature. Et quand on l'amène, on a tendance à aller vers lui plutôt que de lui venir vers nous. Donc il faut réussir à ne pas perdre notre cadre corporel. J'en parle souvent dans mes formations, le fait de rester aligné. Et c'est le violon qui vient vers nous. Et non pas nous qui allons vers le violon. Donc déjà, ça va beaucoup impacter la main gauche. Et pas seulement. Car notre archet doit rester également parallèle au chevalet. Et pour que l'archet reste parallèle au chevalet, il faut que le bras accompagne. Donc si notre violon part dans un sens ou dans l'autre, il faut que notre bras droit l'accompagne. Donc l'angle du violon est également important, en plus d'avoir le corps dans l'axe. Parce que si on est bien axé avec les épaules alignées avec nos pieds, mais que notre violon est trop devant, eh bien, il va fermer notre buste. Et comme notre bras droit doit s'y accommoder, il va reculer pour garder l'archet parallèle au chevalet. Et donc on va fermer notre dos. Et si on va trop derrière, là on va fermer notre dos, et comme notre archet doit s'accommoder, il va fermer notre buste. Donc pour moi c'est à peu près un angle à 10 heures. Ça changera selon les morphologies de chacun, mais à peu près. Comme ça, on a nos épaules alignées avec nos hanches, avec nos pieds, les 6 points, et le violon à peu près à 10 heures. Et tout ça, ça va beaucoup impacter notre main gauche. Et une fois qu'on est centré au niveau de notre fondation, il faut que le manche repose sur la bonne partie de la main. Parce que si c'est seulement notre tête qui porte le violon, ça va créer beaucoup de tension. Donc la tête, ça porte à peu près à 15%, même peut-être moins. Parfois même à 0%, on peut pouvoir théoriquement la lever à tout moment, surtout quand on démanche, pour vraiment tester la souplesse et la stabilité de notre violon. Et donc pour cela, si c'est pas notre tête qui le porte, c'est notre main qui repose davantage sur la paume de l'index que sur le pouce, parce que s'il pose sur le pouce, le manche, eh bien, ça va déporter notre coude à droite. Donc le fait de reposer sur la paume de l'index, ça libère le pouce, ça place le coude en position verticale et non pas à droite, comme si quand il repose sur le pouce, il va déporter à droite. Donc là, il est en position verticale et en plus, ça rapproche les doigts des cordes. Parce que si on est comme ça, on éloigne les doigts des cordes. Donc ça a 3 avantages, le fait de reposer sur la paume de l'index. Je ne peux pas rentrer dans trop de détails dans ces vidéos qui ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Pour découvrir la partie immergée, rejoignez mes abonnés privés en cliquant le premier lien dans le descriptif. Et en plus, vous aurez un petit cadeau de bienvenue. Et donc en plus d'avoir le manche qui repose sur la paume de l'index, c'est important également de jouer sur le plat des doigts et non sur le bout des doigts. Et le fait de jouer sur le plat des doigts et non sur le bout des doigts, ça fait qu'on joue sur le gras du doigt et non sur l'os. Et donc ça offre un timbre plus chaleureux, en plus d'avoir notre main plus stable. Parce que si on est à plat, ça va beaucoup nous aider pour les vibratos et les démanchés. On est stable. Et pour le timbre sonore, c'est d'autant plus riche si on joue à plat. Surtout pour le 4e doigt. Pas besoin de vibrer avec le 3.
On voit souvent ça pour éviter le 4, c'est dommage. On peut faire avec un 4, donc il ne faut pas le négliger. Tout ça, c'est l'indépendance des doigts, parce que si on néglige un doigt, d'un coup, il sera beaucoup moins autonome. Et donc, ce sera un boulet pour les 3 autres. Pour les 4 autres, mais disons qu'au violon, le pouce n'est pas tant actif que ça, surtout si on place le manche au bon endroit. Donc le pouce devient plus un point de repère, il est utile, c'est-à-dire je ne vais pas jouer avec le pouce en l'air, mais disons qu'il n'est pas actif, il est juste là comme point de repère. Et donc une fois qu'on est bien placé, comment garder nos doigts autonomes? Pour moi, il y a 3 zones à surveiller pour garder nos doigts de la main gauche autonomes. Premièrement, c'est la paume de la main, dont on ne parle pas très souvent. Et en fait, tout est lié, et c'est la paume qui connecte les 5 doigts ensemble. Et donc le fait que notre paume soit crispée ou détendue va beaucoup affecter notre main. Et également les espaces. C'est la paume qui nous dicte ça. C'est elle qui nous dit que c'est une quarte, que c'est une sixte. C'est elle, c'est pas juste le 4e doigt qui se jette. Parce que sinon il sait pas où est-ce qu'il va. Il sait pas trop la relation entre le 1 et le 4. Cette carte, c'est la main qui ressent ça. C'est dans la paume de la main. Et donc si notre main est complètement figée, eh ben, elle ne ressent plus rien. Donc c'est nos doigts qui sont totalement isolés. Et le fait d'isoler, ça fait qu'on affaiblit nos doigts. On n'a plus aucun repère. C'est l'unité de notre main qui va la rendre efficace. Nos doigts travaillent ensemble, ils n'ont pas isolé. Et souvent on a tendance à vouloir trop appuyer les doigts sur les cordes, comme si c'était nécessaire. Non, dès l'instant où on a le contact avec la touche, il n'y a pas besoin de beaucoup de pression, la corde n'est pas très éloignée de la touche. Au sommet, elle est un peu plus éloignée, donc il y a besoin d'un petit peu plus, et encore, quasiment pas. Donc là, c'est un minimum de pression. Il faut quand même appuyer un minimum, parce que sinon ça va faire un son comme une harmonique. Si on n'appuie pas, on peut même enlever le doigt. Ça continue à faire l'harmonique. Mais si on veut une note concrète, il faut appuyer les doigts, un minimum. Donc il ne suffit pas juste de ne pas appuyer. Il faut trouver l'équilibre selon votre morphologie, selon votre violon. Parce que certains violons ont des cordes plus éloignées de la touche que d'autres. Et c'est toutes ces choses-là. Si on joue avec des cordes en boyau, elles sont encore un peu plus souples. Donc ça changera. Donc chaque instrument, chaque corde, chaque morphologie variera. Donc c'est à vous de trouver l'équilibre et la pression minimale pour que vous puissiez toucher la touche sans presser. Parce que si vous appuyez trop le doigt, ben, tout se rigidifie au niveau de la paume de la main. Et donc plus rien n'est connecté. Ce qui nous conduit à la deuxième source de tension, le poignet. Parce que c'est le canal, je vois ça comme un canal ouvert et non bouché, qui connecte notre main avec le reste de notre corps. Notre bras, notre buste, nos jambes, tout est connecté. Et donc si on casse le poignet dans un sens ou dans l'autre, il faut mieux qu'il soit légèrement en dedans que légèrement en dehors, parce que là on est très figé, alors que là on est un peu plus souple, et si on veut vibrer du poignet c'est beaucoup plus facile que si on fait comme ça on n'a pas le choix, alors que là on a vraiment cette autonomie. Mais l'idéal c'est quand même qu'il soit... Évidemment, ça bougera, hein, rien n'est figé. On ne va pas rester comme ça tout le temps. Et puis, de toute façon, quand on démange, on va être obligé de le bomber vers l'extérieur. Mais l'idéal, c'est quand même que jusqu'en 5e position, il soit plus ou moins dans l'alignement de notre avant-bras. Parce que le fait de casser notre poignet fait qu'on isolera la main. Et donc, elle sera beaucoup moins connectée. Et même si le poignet est parfaitement dans l'alignement, il faut qu'elle reste souple. Sinon, on va boucher le canal. Donc, même s'il est parfaitement aligné, s'il est figé, ça va pas marcher. Ça va être un peu comme si on avait une jambe dans le plâtre. On va pas pouvoir être libre, on va marcher avec des béquilles, on va pas pouvoir courir. Donc là c'est pareil, si on a le bras dans le plâtre, on va pas pouvoir être libre et autonome avec notre main gauche, avec le doigt. Donc pour ça il faut que le poignet soit flexible, il faut que ça bouge, il faut que ce soit ouvert. On va pas rigidifier ni boucher le canal. Et également au niveau du vibrato et des démanchés, si on a un poignet qui est figé, on va pas pouvoir démancher parce que le poignet se bombe quand on dépasse la 5e position. Et donc si on est figé, bah, on va arriver à taper sur les éclisses. Et donc on va bloquer. Donc on va être obligé de se contorsionner avec le coude pour contourner les éclisses plutôt que de simplement passer. Et donc ça va nous empêcher de démancher avec liberté. Et donc on va faire des démanchés un peu saccadés. Pareil pour le vibrato. Si on a un vibrato du poignet, on ne peut pas le vibrer. Et du bras, moi je suis pas trop pour, parce que je considère que si tout le bras vibre, eh ben, ça crée beaucoup de turbulences. Mais bon, ça c'est mon point de vue personnel. J'ai fait toute une formation sur le vibrato. C'est là que je parle justement des différents types de vibrato. Si vous voulez en profiter, rejoignez mes abonnés privés. Ce qui nous conduit à la 3e source de tension pour moi. Et c'est, vous l'aurez deviné, l'épaule. Parce que si on a une épaule levée, c'est la source. Eh ben, on ne peut pas
être libre au niveau du bras, et donc on ne peut pas être libre au niveau du poignet, et donc on ne peut pas être libre au niveau de la main, tout est connecté encore une fois. Donc si on lève l'épaule, si on crispe l'épaule, ou les épaules, les deux sont liés également, donc si on crispe à gauche, on va très certainement crisper à droite. Si on crispe à droite, on va très certainement crisper à gauche. Et souvent ça vient de la gauche parce qu'il y a le violon. Et donc on a envie de tenir le violon, et donc on n'est pas libre. Parce que notre tête le serre trop, et notre épaule compense. Donc finalement on est un peu rigide au niveau de la tête, du cou, des épaules, et donc du dos, et encore une fois les tensions sont terriblement contagieuses, et donc tout notre corps, même nos jambes, vont être crispés. On va finir figé comme un tronc d'arbre dans le sol, et on va pas être très libre. Je compare souvent le bras à une branche d'arbre, mais cette branche elle est autonome. C'est pas l'arbre, c'est juste une branche. Donc si on coupe la branche, l'arbre il est encore vivant. Alors si on coupe l'arbre, la branche n'existe plus. Donc c'est vraiment une conséquence. Et elle est libre, ça peut bouger. Donc si on est crispé au niveau de l'épaule, finalement, c'est pas posé. Moi je conseille d'avoir l'épaule qui est posée sur les omoplates, les épaules posées. Et donc là, on est vraiment stable. Le corps, c'est comme un tronc d'arbre, et donc on est posé sur ce tronc. On n'est pas suspendu. Parce que si on est suspendu, on va isoler nos bras. Et donc les branches ne seront plus alimentées en sève. Si on veut poursuivre sur l'analogie de l'arbre. Et en poursuivant sur cette analogie, nos pieds sont un peu comme les racines. Donc on n'est pas figé dans le sol comme un arbre. On peut bouger, mais je conseille de ne pas trop bouger quand même. On n'est pas en train de danser ou de faire des gestes inutiles, que ce soit avec le violon ou avec les jambes. Parce que c'est plus déstabilisant qu'autre chose. Il faut quand même qu'il y ait un sol solide. J'ai jamais joué sur des sables mouvants, mais je suppose que c'est très déstabilisant. Donc on a la chance d'avoir un plancher stable, il faut en profiter. Donc si on est instable sur nos jambes ou qu'on bouge trop, finalement, on ne profite pas. On pourrait jouer sur du sable qu'on serait tout aussi mal à l'aise. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de choses à considérer et à pratiquer. Et en appliquant toutes ces idées, vous progresserez très certainement de 1% à chacune de vos séances de travail. Et même si les premiers jours, vous ne verrez pas trop la différence, au fil des semaines et des mois, vous serez surpris de votre propre évolution. Ainsi, vous pourrez créer votre propre chaîne YouTube et enseigner le violon. Et d'ailleurs, pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez recevoir gratuitement chaque mercredi par email du contenu inspirant, utile et original en cliquant le premier lien dans le descriptif. À mercredi.